Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Je m'appelle Kim Sullivan et aujourd'hui, nous parlons de la sexualité suite à un cancer de la prostate. Nous savons que les effets secondaires liés à la fonction sexuelle à la suite d'un traitement du cancer de la prostate peuvent comprendre une diminution de la libido et ou la dysfonction érectile. Ces effets peuvent avoir des impacts dévastateurs chez les hommes et dans le couple. Est-ce que la sexualité peut prendre différentes formes et demeurer tout aussi épanouissante pour un ou l'autre des conjoints? Comment peut-on maintenir une bonne santé sexuelle? Comment doit-on s'adapter pour vivre avec, avant, pendant, après la maladie? Nous allons discuter aujourd'hui avec Audrey Épars. C'est une sexologue à la clinique de sexologie et de psychothérapie de la Rive-Sud de Montréal. Et je te dis bienvenue. Bonjour. À Procure en parle. On va commencer par une question très, très simple. Et c'est: quand doit-on consulter une sexologue? Donc, Kim, c'est une excellente question parce que lorsqu'on reçoit le diagnostic d'un cancer de la prostate, la première chose, c'est qu'on se sent bousculé, on a beaucoup de questionnements et c'est impératif d'avoir quelqu'un qui peut répondre à nos questions, surtout parce que dans les premiers instants de cette annonce de diagnostic, on peut avoir justement des questionnements par rapport à notre taux de réussite, notre taux de survie suite au traitement, mais aussi les impacts que les traitements vont avoir sur notre sexualité, notre relation de couple, notre relation amoureuse. Donc, dès cet instant, il est fortement suggéré de pouvoir aller consulter un professionnel de la santé, un professionnel en sexologie, afin de pouvoir poser toutes nos questions, nos interrogations, nos doutes aussi sur l'avenir de notre couple, de notre sexualité. Parce que c'est souvent la deuxième chose à laquelle on pense. On pense, est-ce que je vais mourir? Mais après, la deuxième chose, c'est: est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une bonne vie sexuelle? Exactement, parce qu'il y a des impacts, on se le cachera pas, suite à des traitements. Il y a des impacts qui durent quelques temps, de 1 à 2 ans parfois, là, suivant le traitement qui est choisi, bien sûr, pour éradiquer la maladie. Mais parfois, ça va être permanent, justement. Donc, c'est important d'avoir toutes les ressources, toute l'information aussi pour savoir, justement, mais dans tous les cas, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver une vie intime et sexuelle épanouissante. Et si on consulte un sexologue, un psychothérapeute, on le fait seul, on le fait en couple? C'est une bonne question parce que souvent, justement, on va avoir des interrogations, on va avoir besoin d'aller poser des questions, des fois par un premier temps seul, donc de façon individuelle, mais tout dépendamment de nos besoins aussi. Si on voit qu'il y a un impact sur la dynamique de couple, on peut aussi vouloir consulter avec notre partenaire pour justement recevoir de l'aide au niveau de la dynamique de ce qui se joue dans notre relation par rapport à l'annonce du diagnostic et voilà. Tu as dit au début, on peut y aller seul, donc j'assume que c'est plus qu'une rencontre. Effectivement. Donc, comment on procède pour lorsqu'on consulte un ou une sexologue? Bien évidemment, il est possible de trouver des références sur le site de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. À ce moment-là, on contacte quelqu'un. Il y a des gens qui sont justement des professionnels qui sont spécialisés au niveau justement de la sexologie du côté de l'oncologie. Donc, par rapport à nos besoins, on peut trouver la spécificité selon chacun des sexologues sur le site. On fait un appel. Donc, on veut un premier contact, bien sûr, avec la personne qui va nous accompagner parce que c'est important de sentir qu'il y a un bon lien, une bonne chimie, justement, parce qu'on... Surtout, c'est tellement tabou, c'est tellement gênant. Mais oui, on se met vulnérable. Mais c'est aussi le travail de la sexologue de pouvoir mettre en confiance, de pouvoir justement avoir un environnement sécuritaire et surtout confidentiel afin d'aborder des sujets très délicats et très personnels aussi. Donc, lors de du premier contact téléphonique, justement, le sexologue va poser des questions pour comprendre justement qu'est-ce qui se passe pour la personne et à ce moment-là, voir justement est-ce que ça serait plus pertinent une consultation individuelle pour commencer ou de couple, ou l'un peut aller avec l'autre aussi par la suite au niveau des consultations. J'assume que le stress de la maladie peut jouer contre la thérapie, mais aussi peut peut-être jouer en faveur de la thérapie. Oui,
Ben, le stress, c'est une bonne question parce que, oui, on va vivre beaucoup d'émotions, on va vivre beaucoup de choses, autant pendant les traitements, pendant justement les premiers moments suivant le diagnostic. Donc, ce stress-là, ben, on va travailler aussi en consultation. Qu'est-ce qui se passe? On va travailler beaucoup au niveau du monde émotif de la personne. On va l'aider justement à extérioriser. Puis, je vous cacherai pas qu'au niveau justement des hommes, souvent, c'est plus difficile pour eux de consulter, de prendre le téléphone, d'aller chercher de l'aide, puis on encourage beaucoup les gens à consulter. Souvent, quand il y a un ou une partenaire, c'est cette personne-là qui va faire les démarches. Donc, c'est important de pas hésiter puis d'oser justement aller consulter parce que ça peut apporter beaucoup de réconfort, de bien-être, puis de travailler justement sur le stress vécu autant à l'annonce du diagnostic, même s'il n'y a pas encore d'impact sur la sexualité, même si peut-être il n'y en aura pas non plus nécessairement. C'est important de pouvoir se sentir en contrôle aussi de la situation puis de son avenir sexuel et relationnel. Et c'est ce contrôle-là, j'assume, qui redonne peut-être un désir, redonne une envie, redonne un espoir. Effectivement, oui. Puis le désir, souvent, ben ça sera pas nécessairement biologique que le désir ne sera plus là, hein, à moins que bien sûr il y ait de l'hormonothérapie. Donc c'est un des impacts, mais dépendamment de la durée du traitement, ça revient le désir. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est tous les impacts qu'il y a sur l'image de soi, les impacts qu'il y a dans le couple aussi, dans notre relation ou dans les relations futures qui viennent justement créer ces enjeux-là et qui amènent la perte de désir. Donc, on parle à ce moment-là de facteurs plus psychogènes que biologiques. Donc, ça, on peut le travailler en consultation justement avec un sexologue ou une sexologue. Donc, en conclusion, on dit que le plus vite qu'on consulte, c'est probablement le mieux. Oui. Donc, la prise en charge, justement, peut permettre d'avoir des résultats aussi positifs pour la personne et beaucoup d'espoir aussi, justement, que les choses s'améliorent selon la condition actuelle. Parlons maintenant de l'impact des troubles sexuels sur les hommes et les couples. Comment les hommes traités pour le cancer de la prostate peuvent-ils maintenir une qualité de vie sexuelle et une estime de soi malgré ce diagnostic? C'est sûr qu'on parle de différents impacts, autant pour le désir principalement et ou la dysfonction érectile. Donc, il existe plusieurs outils qu'on peut travailler en consultation, dépendamment de l'évaluation qui va ressortir justement avec le ou la sexologue. Hein. Donc, on va chercher à comprendre l'origine des impacts que la personne vit. On peut penser que ça peut être biologique, mais par exemple, si il y a des côtés justement qui sont influencés par la relation, par l'estime de soi aussi, les enjeux aussi de la sexualité, de l'intimité future. Donc, on va aller travailler sur ces aspects-là en consultation. Les sentiments, les émotions que l'homme ressent, le plus ou qui peuvent ressortir le plus lorsqu'on apprend d'un trouble sexuel, ce serait? Je dirais la honte et la culpabilité. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup. On va le travailler beaucoup justement dans nos bureaux en consultation parce que c'est vraiment un grand impact. Puis souvent, c'est ce qui va venir induire une perte de désir justement chez l'homme qui le vit parce que toute l'image aussi de sa masculinité, toute l'image aussi de l'impact de la maladie, mais aussi tous les traitements qui amènent son lot d'effets secondaires peuvent justement avoir un impact. Donc, ça rentre dans cette honte, cette culpabilité-là de pas pouvoir justement là, répondre aux besoins de son ou sa partenaire ou de revivre une sexualité là, comme auparavant. C'est fou de penser que des fois, tu es le patient, tu es la victime de ce cancer, mais tu te sens coupable de pas pouvoir satisfaire ton partenaire parce que c'est une vie de couple, mais l'autre personne n'a pas le cancer. Fait que c'est une dynamique quand même assez difficile. Oui, puis c'est là qu'on va travailler lorsqu'on est en consultation de couple, la compréhension et l'acceptation aussi. Hein. Puis acceptation, je veux dire, ça se peut qu'on n'accepte jamais justement notre situation, mais au moins accepter qu'il y a des façons différentes de faire, accepter que c'est possible de retrouver une qualité de vie, que c'est possible de retrouver de la sexualité aussi qui est satisfaisante au sein de notre couple ou même avec soi-même. J'assume que c'est là que le partenaire joue un rôle quand même assez essentiel. Exact, c'est ce que j'allais dire. Donc, au niveau de travailler la communication, d'être capable de nommer les choses aussi, de pas rester dans les non-dits. Des fois, c'est ce qui va ressortir. Puis oui, il va y avoir l'impact de la maladie, des
des traitements, mais c'est des enjeux qu'on va retrouver dans d'autres situations de couple aussi, où, bon, il y a des choses qu'on se nomme pas, des insatisfactions. Donc, on va beaucoup travailler aussi la communication pour que le couple puisse échanger sur les enjeux, qu'est-ce qu'ils vivent, sur leurs émotions aussi, leurs ressentis. D'être capable de nommer cette honte-là et cette culpabilité-là, ça permet aux partenaires de mieux comprendre justement qu'est-ce qui se passe, d'être capable de se mettre à la place de la personne justement qui a ce cancer. Puis comme tout couple, il peut déjà y avoir des petites craques, des petites non-dits, des choses qu'on discute pas pendant notre vie de tous les jours. Fait que c'est pas nécessairement juste le diagnostic qui amène ces troubles-là. Pas du tout, pas du tout. Puis c'est là que c'est important justement de pouvoir parler, de se confier. Puis des fois, on sait pas, on n'est pas outillé non plus nécessairement pour parler de ces choses-là avec notre partenaire. Donc, ça fait partie là, des outils justement qu'on peut travailler en consultation. Bon, ben parlons un peu de ces outils ou peut-être de des conseils spécifiques que vous pouvez offrir à vos patients qui éprouvent des dysfonctions sexuelles liées justement à la maladie comme le cancer de la prostate. Est-ce qu'ils ont tous des points en commun? Ben, on va travailler beaucoup justement sur la pleine conscience, donc ressentir les sensations, focusser beaucoup justement sur qu'est-ce qui peut nous procurer du plaisir autre que seulement sexuel ou érotique. Hein. On va aller travailler beaucoup ce côté-là justement quand on parle plus de l'approche de troisième vague là, en sexologie. On veut vraiment recentrer la personne sur son ressenti, sur cette connexion avec soi-même aussi qui va aider autant à éliminer les facteurs là, qui induisent une perte de désir, quand on parle plus du niveau psychologique, donc les facteurs psychogènes. Donc, retravailler beaucoup cette connexion-là avec le corps. Il existe différents outils, différents exercices que le ou la sexologue va pouvoir voir. Puis je tiens à rappeler, Kim, que c'est toujours, hein, pour chaque personne, c'est différent. Donc, on va en consultation chercher à en apprendre le plus possible sur la personne, qui elle est, ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle cherche justement à introduire dans sa vie pour l'aider justement avec la suite. Donc, c'est important. Ça va être beaucoup du cas à cas, je dirais. Ouais. C'est sûr qu'il y a des outils généraux, mais on va vraiment aller avec qu'est-ce qui se passe pour la personne spécifiquement en utilisant justement des outils, un peu comme mon exemple là, de la pleine conscience, mais il peut y avoir beaucoup d'autres choses là, effectivement qui sont faites. Je t'ai entendu dire le mot exercice. Est-ce que c'est un exercice physique, quelque chose vraiment comme un exercice? Il peut avoir justement la pleine conscience, différents exercices qui existent pour chercher à se reconnecter justement envers soi-même. Okay. Un qui est bien connu, qui est le focus sur les sensations. Je vais le dire en anglais parce que son titre est plus connu là, sous le nom de Sensate Focus, qui est adapté justement à chaque personne en consultation avec un sexologue, et qui permet, en relation de couple, quand on parle justement des outils qui existent en couple, des exercices, qui permet justement de retrouver des sensations, de créer des sensations pour son ou sa partenaire et vice-versa, et qui permet de focusser sur autre chose que seulement les parties génitales, justement, et induire des satisfactions érotiques de d'autres façons. Et est-ce que les exercices physiques comme le pelvian qu'on fait... Kegel? Ouais! Est-ce que ça peut aider ça aussi? Ben, tout dépendamment, mais c'est un exercice qu'on va aborder, les exercices de Kegel, mais tout dépendamment de quelle est la difficulté, justement, là, que ça soit au niveau d'une dysfonction, plus d'éjaculation retardée, prématurée, ça va être des méthodes qu'on va utiliser, effectivement. Vous connaissez bien votre sujet, Kim? Ah oui, je connais bien mon sujet. Puis je connais aussi le fait qu'il faudrait changer un peu son style de vie des fois. Il faut juste changer la façon qu'on voit où est-ce qu'on est. Mais la sexualité, c'est un sujet qui est très tabou, hein. Puis si je vous demandais, par exemple, vous, ça a été quoi votre éducation à la sexualité? Beaucoup vont dire, ben à l'école, hein, les cours qu'on a eus. Ouais. Mais sinon, ben il y a des gens qui vont chercher plus d'informations sur Internet et tout ça. Mais vraiment d'avoir de l'information sur nos besoins, qui on est dans notre sexualité. Il y a presque autant de formes de sexualité qu'il y a de personnes sur la Terre, hein. Donc de se découvrir dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, justement, c'est diversifié. Puis
j'invite justement les gens à s'informer, à aller consulter pour savoir, ben moi, justement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais, c'est quoi mes besoins, mes envies, puis comment explorer cette facette-là, parce que, justement, ben notre éducation nous a peut-être pas permis de rentrer dans les détails, et c'est normal, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est pas un sujet, justement, qu'on va aborder nécessairement comme ça quand on rentre dans notre intimité. Puis c'est pour ça qu'avec les sexologues, ben ça nous permet de pouvoir aller plus en profondeur dans ce sujet-là, parce qu'on peut pas l'aborder avec n'importe qui nécessairement. Même avec notre partenaire, je vous dirais qu'on parlait des non-dits tantôt. Ça peut être difficile là, de rentrer dans les détails sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aimerais justement, puis comment nommer mes besoins. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on peut regarder en consultation. C'est hyper intéressant, merci. Ça fait plaisir. Parlons maintenant de l'importance de l'intimité versus la sexualité, parce que j'assume que ça, c'est un point qui revient très souvent dans vos bureaux. Quelle est la différence entre ces deux points-là? Puis comment les deux aspects peuvent-ils vraiment avoir un impact ou être important pour l'homme qui est traité pour un cancer de la prostate? Ben c'est sûr qu'on va travailler beaucoup l'intimité. Hein? Souvent, ben, on a été habitué à travailler notre propre sexualité plus que notre intimité. Donc, on va chercher un peu à ce que les deux se rejoignent. Un juste milieu. Un juste milieu, effectivement, parce qu'on veut pas seulement être dans le sexuel. Hein? On veut pas être dans le mécanique seulement. On a envie justement d'avoir quelque chose de plus de volupté, plus de tendresse, justement, plus de séduction. Donc, ce jeu justement avec notre partenaire, avec nous-mêmes, hein, développer notre propre intimité sans que ça soit seulement du côté sexuel, c'est important. Donc, on va tenter de joindre les deux et de développer des habiletés, justement, de part et d'autre qui vont nous permettre de pouvoir être plus intime que sexuel parfois, puis que ça réponde autant à nos besoins, justement. Hein, des fois, on se dit, j'ai peut-être envie d'avoir un moment d'intimité avec mon partenaire, puis souvent, on va avoir le réflexe de se dire, ce moment d'intimité-là va nécessairement découler sur de la sexualité, mais c'est là qu'on apprend qu'il n'y a pas d'obligation. On peut être très satisfait seulement dans un moment d'intimité aussi. Effectivement. On enlève énormément de pression parce qu'un des grands enjeux aussi, quand on a un cancer de la prostate ou suite à des traitements, c'est toute l'anxiété de performance. Donc, on veut vraiment enlever ça. Donc, on veut miser encore plus sur l'intimité, la connexion avec l'autre. C'est le plus important dans une relation. Et on veut justement développer cet aspect-là beaucoup plus que rester juste dans ce qui est mécanique, sexuel et autres. Quoique, ça peut se développer aussi, évidemment, mais sans mettre de pression non plus. On peut être très satisfait avec un moment d'intimité sans nécessairement aller toutes les fois dans la sexualité. C'est drôle parce qu'un des meilleurs conseils que j'ai eu quand j'ai parlé à un couple qui était marié depuis, je pense que c'était 52 ans, c'était que tu peux trouver de l'intimité juste en t'assoyant sur le sofa avec ton partenaire. Puis au début, tu te poses la question, puis tu te dis, mais comment tu peux être intime juste en étant assis à côté de quelqu'un? Mais apprendre des choses comme ça, ça peut changer une vie de couple. Oui, tout à fait. Puis on va faire des apprentissages aussi, puis c'est un bon exemple, d'être dans le canapé avec son partenaire, justement, mais on veut enlever les distractions. Hein. Des fois, ça va être la télé, ça va être nos téléphones, ça va être un livre. On veut que ce moment-là soit justement satisfaisant, hein, parce que si on est chacun sur nos écrans ou à faire autre chose, puis pas de jugement, là, on a le droit des fois d'être sur nos écrans, ça fait du bien, on n'est pas obligé à toutes les fois qu'on est sur le divan de faire quelque chose, mais ça va être d'aller chercher justement cette connexion-là. On n'est pas obligé de se parler, on peut se regarder dans les yeux, puis ça, c'est se mettre vulnérable avec notre partenaire. Hein. C'est pas évident pour la série, Kim, c'est pas évident, mais on veut travailler cette connexion-là avec l'autre, juste de tolérer des fois d'être dans le silence, de se tenir les mains, de se toucher, de se découvrir, d'aller dans des moments de tendresse comme ça, c'est important. Et l'exemple de la télé est très bon. Il faut pas oublier qu'on peut se donner des rendez-vous amoureux de cette façon-là aussi, sans sortir de la maison nécessairement. On peut avoir des beaux moments à la maison, surtout si dans nos vies, on est occupé avec les enfants, par exemple. On a envie de se retrouver et d'autant plus, justement, si dans nos vies, il y a des enjeux, justement, qui nous amènent à s'inquiéter. On a besoin de s'apaiser dans ces moments-là avec l'autre. C'est important. Comment que la perte de la fonction sexuelle peut affecter la relation de couple plus? Est-ce que c'est de cette façon-là? C'est la perte d'estime qui fait en sorte que tu perds un peu plus de toi? Il y a
perte de l'estime de soi, de l'image de soi aussi. On peut se voir différemment si qu'on n'offre pas une aussi bonne qualité de vie peut-être à notre partenaire. Ou... Oui, ben tous les enjeux qu'on nommait là, par rapport à la culpabilité, par exemple, de pas se sentir adéquat pour notre partenaire, ou même la pression que le ou la partenaire peut mettre aussi justement, ou notre interprétation de la pression que l'autre peut se mettre. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants justement à communiquer pour développer là, une meilleure intimité ou une meilleure sexualité aussi, qui est toujours possible, je tiens à le rappeler, là, après l'annonce d'un cancer de la prostate et même après les traitements. Donc, pour vous, la communication joue un rôle immense. Oui, j'ai tendance à dire c'est un peu comme le préliminaire, hein? Parce que justement, les préliminaires, qui est un terme qu'on entend souvent, qu'on a l'impression que c'est nécessairement avant la pénétration, avant le coït. On peut justement jouer avec les préliminaires, puis autant ça peut être la communication, la séduction, autant que ça peut être des jeux plus érotiques, intimes. Donc, on peut jouer là-dedans, puis il n'y a pas d'ordre non plus nécessairement. Puis c'est ça qu'on voit dans nos bureaux aussi, qu'on discute, qu'on voit les différentes façons de faire ou les différentes façons que la personne a envie de faire justement, parce qu'on y va, comme je disais, chaque situation est propre à chaque personne aussi. Donc, on va vraiment voir avec la personne qu'est-ce qu'elle souhaite. Puis j'assume que ça brise la glace. Parce que des fois, ça doit tellement être inconfortable, pas juste d'en parler à une étrangère, un étranger, mais aussi d'en parler à quelqu'un à qui te fait confiance, à qui tu veux pas décevoir, qui tu veux pas. Fait que ça doit briser la glace, puis ça doit faire en sorte que ça permet l'épanouissement plus facile. Exactement. Puis ça enlève tellement aussi cette pression-là, puis l'anxiété de performance, parce que on est sur la même longueur d'onde avec sa partenaire, puis on sait justement que qu'est-ce que les deux veulent, puis comment les deux voient les choses aussi de la situation, là. Puis je conseille aussi aux partenaires de consulter, hein, d'aller chercher des sources d'informations également là, en individuel. C'est pas seulement à la personne qui est atteinte là, du cancer de consulter, mais le partenaire peut aussi aller voir quel rôle je peux tenir moi justement pour accompagner mon partenaire, comment je peux agir, j'agis de telle façon, est-ce que c'est la bonne façon, est-ce que je devrais faire autrement, comment je peux être là justement pour mon partenaire. Pardon. Et à part la communication, est-ce qu'il y a des thérapies alternatives qui peuvent aider peut-être? Est-ce que la méditation, le yoga, la relaxation, toutes ces choses-là, est-ce que ça l'aide? Effectivement, puis c'est intéressant comme point, hein, parce que des fois, on aurait tendance à dire que c'est plus spirituel. Quoique chaque personne a besoin peut-être d'approches différentes, d'aller selon sa spiritualité, ses croyances aussi. Mais je vous dirais que les références pour aller faire du yoga vont dans la même lignée que l'approche de troisième vague là, qu'on voit en thérapie cognitivo-comportementale, où on va travailler cette pleine conscience-là, le lâcher prise, se connecter à soi, qui sont pas justement des façons de faire qui sont faciles à faire. Effectivement. Donc, il y a un entraînement qui est possible. Puis combiner, puis là on parle d'exercice, mais combiner aussi avec un rythme de vie, prendre soin de sa santé physique, au niveau de l'alimentation. Là, je vous parle de ça. Évidemment, ça sera pas le sexologue qui va proposer des plans nutritionnels, mais ça fait partie justement de la santé globale. Le sexologue va travailler la santé sexuelle, mais encourager aussi à travailler sur les autres formes de santé pour un mieux-être. C'est drôle parce que pendant que tu disais ça, j'ai comme cliqué quand on a parlé de l'intimité, puis comment que l'intimité était différente de la sexualité, bien comment le yoga peut se déconnecter, ou comment la relaxation ou la méditation fait en sorte que justement, il faut que tu te reconnectes, puis ça peut devenir un moment intime aussi de partager ça avec un exercice comme ça avec notre partenaire. Tout à fait. Puis c'est cette déconnexion-là souvent qui amène la perte de désir, qui amène les dysfonctions érectiles. Il y a d'autres choses évidemment, mais là vu qu'on parle spécifiquement de ça, donc de pouvoir s'arrêter avec un sexologue puis de dire ok, je vis telle chose, d'où l'importance d'une bonne évaluation puis voir c'est quoi les facteurs justement qui peuvent induire des difficultés au niveau sexuel. Dernièrement, est-ce que vous avez des conseils pour maintenir une relation de couple satisfaisante malgré ces difficultés-là, malgré le traitement qui est lié au cancer de la prostate? Bien, de pas rester seul, hein, de pas hésiter à aller consulter justement un professionnel en qui on sent qu'on a confiance, de pouvoir justement partager sur sa réalité, de
comprendre aussi qu'est-ce qui nous arrive parce que il y a tellement de choses qui se bousculent à l'annonce d'un cancer. Donc, on a envie justement peut-être d'avoir une source rassurante aussi, une source d'information pertinente pour nous aider dans la suite des choses. Donc, une des choses, ça serait de consulter et de parler. Hein. Je pense que la communication, là, c'est la chose la plus importante. Donc, de parler avec notre partenaire, justement, de notre réalité, de ce qu'on vit, puis de se faire aider si la communication est difficile parce que ça vaut la peine. Avant que tu nous laisses, Audrey, j'ai une dernière question parce qu'on parle beaucoup de partenaires, on parle beaucoup, est-ce qu'on devrait consulter seul ou en couple, mais que font nos amis célibataires? Ça doit pas être évident pour eux. C'est une très bonne question, hein, parce que, par exemple, sur un site de rencontre, on va pas nécessairement marquer voici ma situation, j'ai une dysfonction érectile, j'ai pas de désir, j'ai pas de libido. Donc, effectivement, c'est pas évident. Par contre, on va travailler beaucoup, justement, sur la confiance en soi, l'estime de soi dans nos bureaux. Puis ça, c'est important, justement, d'être capable de voir qu'on n'est pas notre cancer, hein. On n'est pas, justement, une maladie. Puis autant quand on parle de la santé mentale, donc de retravailler tous les éléments qui font de nous un bon candidat pour trouver un ou une partenaire, c'est super important de travailler ce volet-là. Puis je vous dirais comme n'importe quoi quand on rencontre quelqu'un, hein, on se mettra pas nécessairement vulnérable ou il y a des choses qu'on va pas raconter dans les premières rencontres. Donc c'est important qu'on sente qu'il y a une connexion avec la personne, la nouvelle personne ou le nouveau partenaire, pardon, qu'on rencontre, de prendre notre temps. Puis cette situation-là, comme d'autres situations qu'on vit justement dans nos vies, peuvent être nommées graduellement à notre rythme et on peut consulter aussi encore une fois. Je le répète, mais pour nous aider à c'est quoi la meilleure façon pour le nommer aussi, parce qu'encore une fois, c'est du cas à cas. Certains vont être très à l'aise de le nommer et ils vont recevoir une très bonne réponse aussi de l'autre personne. Ah oui. Mais certaines fois, on a plus peur de la réaction. C'est beaucoup ça, hein? On a peur du rejet de l'autre, puis on veut pas justement se faire juger par rapport à notre situation. Donc, c'est normal de ne pas se sentir nécessairement à l'aise de divulguer ce genre d'informations-là dès les premières rencontres. Puis j'assume que comprendre que l'intimité et la sexualité est différente va aussi faire la différence pour quelqu'un de célibataire. Effectivement, c'est important de pouvoir vivre une intimité, une sexualité avec une personne justement qu'on désire, qu'on a envie de côtoyer, puis qu'on a envie de développer cet aspect-là avec elle. Faut pas oublier aussi qu'il y a plusieurs traitements qui existent si jamais on a des difficultés au niveau érectile, au niveau du désir, on peut travailler ça aussi en consultation. Puis il y a des aspects de traitements médicaux aussi qu'on peut travailler avec le trouble érectile s'il y a lieu aussi, tout dépendamment, faut pas l'oublier du traitement oncologique qu'on a reçu. Mais Madame Audrey Épard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous d'avoir été avec nous. Nous savons que la dysfonction sexuelle est une grande source d'inquiétude pour plusieurs hommes atteints du cancer de la prostate. Et j'espère que ce petit webinaire vous a été utile. Je vous invite bien sûr à communiquer avec notre ligne de soutien gratuite et ouverte 7 jours semaine. Si vous avez davantage de questions, les infirmières de Procure sont là pour vous et sauront vous répondre en toute confidentialité. Merci. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.